Ce que cela a fait, c'est nous endetter, ce qui est le piège de la dette dans lequel tombent de nombreux pays africains. Ensuite, le FMI a commencé à diriger leur pays en dictant les politiques qu'ils devaient suivre pour adhérer au programme d'ajustement structurel. Donc, au moment où nous avons commencé à prendre des terres en 1988, nous étions déjà sous le contrôle des institutions de Bretton Woods. L'instant où nous avons essayé de nous autodéterminer en reprenant notre terre, ou disons en récupérant notre terre qui avait été volée pendant l'acte de colonialisme, pendant la doctrine de la découverte, nous avons été punis par les institutions de Bretton Woods. Ils ont arrêté de nous fournir un soutien à la balance des paiements et ont cessé de nous accorder des prêts pour développer notre infrastructure et pour reconstruire après la guerre. Cela a coïncidé avec 2001, lorsque les États-Unis ont imposé leurs premières sanctions par le biais du Congrès, qui a décidé de punir le Zimbabwe pour deux raisons. Premièrement, pour sa participation au conflit du Congo, et deuxièmement, pour la récupération de ses terres. Hello everybody. This is Pascal from... Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Rutendo Matinyarare, l'un des leaders du mouvement anti-sanctions du Zimbabwe. C'est un militant politique très franc qui se concentre sur la politique étrangère du Zimbabwe et, plus largement, sur les relations internationales du continent africain. J'attendais cette discussion avec impatience depuis longtemps. Alors merci beaucoup, Rutendo, d'avoir pris le temps. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, Pascal. Rutendo, pourriez-vous commencer par nous parler de votre travail contre les sanctions imposées au Zimbabwe et aux Zimbabwéens par les États-Unis, et je crois également par l'Union européenne? Merci beaucoup, Pascal. Tu sais, depuis le temps où j'ai quitté l'école, notre pays était sous sanctions économiques. Nous avons fait face à des sanctions de la part des États-Unis, de l'Europe, du Royaume-Uni, de l'Australie et du Canada. Nous faisons parfois référence à ces pays comme le cabale de la conférence de Berlin parce qu'ils sont les mêmes nations qui ont divisé l'Afrique en plus petits États lors de la conférence de Berlin. Nous devons nous rappeler que cela a suivi la doctrine de la découverte de 1454, où les Européens ont décidé de quitter leur continent surpeuplé et épuisé en ressources pour conquérir d'autres terres. Pendant environ 600 ans, l'Afrique a été opprimée par les mêmes puissances qui ont imposé des sanctions au Zimbabwe pour la reprise de ces terres. Après avoir quitté l'école, nous pensions que c'était normal. Nous croyions que le Zimbabwe était légitimement puni jusqu'à ce que je commence à lire la Charte des Nations Unies. Les Américains et leurs homologues européens ont créé la Charte des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale pour promouvoir la paix par le multilatéralisme et non l'unilatéralisme pour l'avenir. Dans la Charte, j'ai lu quelque chose de très surprenant. Elle était censée parler d'équité, d'égalité, de justice, et affirmait qu'aucune nation n'a l'autorité ni le pouvoir d'interférer dans les affaires souveraines d'une autre. Elle précisait également que tout différend entre nations devrait être résolu par les mécanismes de résolution des conflits fournis par les Nations Unies, y compris son Assemblée générale et son Conseil de sécurité. J'ai compris que dans les cas de violation des droits de l'homme, les Nations Unies disposent d'une institution avec l'autorité d'enquêter sur les problèmes des droits humains. Cette institution créerait des résolutions et des recommandations pour l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, qui pourraient alors prendre des mesures ou des remèdes contre toute nation violant le droit international ou les droits de l'homme. En apprenant cela, j'ai réalisé que les sanctions imposées au Zimbabwe par les États-Unis, les pays européens, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie étaient illégales. Il est devenu clair pour moi que personne n'avait jamais été traduit en justice et que le pays du Zimbabwe ou ses responsables étaient accusés de violer les droits de l'homme
sans procédure régulière. Ils n'avaient jamais été jugés dans un tribunal quelconque. Ils n'avaient jamais été reconnus coupables. Ils n'avaient jamais eu l'occasion de se défendre. Par conséquent, il était injustifié qu'eux et le peuple zimbabwéen dans son ensemble soient collectivement punis par des sanctions sans procès. C'est alors que j'ai réalisé que je devais me lever et commencer à lutter contre cette injustice. C'était une autre continuation de la boîte à outils coloniale imposée à un pays africain simplement parce qu'il avait choisi de s'autodéterminer. Lorsque j'ai lu les lois, j'ai appris l'existence de lois créées par les Nations Unies contre les sanctions. Je suis tombé sur une loi de 1989, ou résolution 44-215, qui stipulait que les Nations Unies avaient résolu que les anciens colonisateurs ne peuvent pas utiliser de mesures économiques coercitives contre les anciennes colonies. Ces mesures forceraient ces colonies à créer des lois adaptées aux colonisateurs, ce qui serait du néocolonialisme. C'est là que commence mon combat. En examinant la Charte des Nations Unies et les résolutions créées par l'ONU contre l'utilisation de mesures économiques coercitives par les pays occidentaux. Ces pays visent à forcer les pays du tiers-monde ou les anciennes colonies à suivre leurs directives, maintenant ainsi le néocolonialisme. Il est assez évident que ceci est un outil de la politique de puissance. Cuba est sous sanction depuis plus de 60 ans. Chaque année, presque tous les pays du monde votent pour que les sanctions soient levées. Cependant, les États-Unis, Israël et quelques autres votent contre, et les sanctions restent en place. Ce sont des sanctions unilatérales, non mandatées par l'ONU. Dans le cas du Zimbabwe, les sanctions étaient à l'origine liées au gouvernement de Ian Smith, le gouvernement de la minorité blanche et à la répression en Afrique. Plus tard, les sanctions ont été réorientées pour cibler le gouvernement de Robert Mugabe. Encore aujourd'hui, les États-Unis justifient leurs sanctions comme une réponse à la corruption. Pouvez-vous nous parler de cette justification et expliquer pourquoi elle est erronée? Je voudrais clarifier quelque chose avant de continuer. Les sanctions étaient contre Ian Smith, l'ancien colonisateur, que nous qualifierions de colon illégal. En 1960, la déclaration 1514 affirmait que les anciennes colonies ou les peuples non autonomes devraient se voir accorder l'indépendance et les droits de l'homme. Le pouvoir gouvernant ou le colonisateur devait fournir l'éducation, les soins de santé et les droits humains de base qui avaient été refusés par le colonialisme. Il devait également prendre des mesures pour libérer ces peuples et les mettre sur la voie de l'autogouvernance. Cependant, en 1965, 5 ans après que la résolution pour la décolonisation ait été adoptée, la déclaration unilatérale d'indépendance de Ian Smith a eu lieu. Cette déclaration refusait aux Noirs leur droit de vote et le mandat de voter. Les Nations Unies ont considéré cela comme un crime contre l'humanité. Elles ont identifié les actions du gouvernement rhodésien, telles que le refus du droit de vote aux Noirs et des services de base, et la poursuite de leur asservissement comme une continuation de la doctrine de la découverte de 1454, qui était une forme de colonialisme. Les Nations Unies, avec les nations récemment indépendantes d'Afrique et d'Asie, ont poussé cette question à travers l'Assemblée générale. Elles l'ont déclarée illégale et ont appelé à des sanctions contre la Rhodésie. La Rhodésie avait la possibilité de faire appel à la Cour internationale de justice si elle estimait que les sanctions prises contre elle étaient injustes. Elle aurait également pu faire appel au Conseil de sécurité, qui avait le dernier mot sur la décision d'imposer ces sanctions. Le Conseil de sécurité a décidé de procéder aux sanctions. Les Rhodésiens n'ont pas contesté cette décision devant la Cour internationale de justice. Donc les sanctions sont restées en place, probablement parce qu'ils savaient que leur position était indéfendable. Cependant,
nous avons découvert plus tard que malgré les sanctions de l'ONU contre la Rhodésie, des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie aidaient la Rhodésie à contourner ces sanctions. Au lieu d'une sanction complète par les États membres de l'ONU, qui auraient privé la Rhodésie de carburant, de technologie et de machines, ils recevaient en réalité des machines, en particulier du matériel militaire. L'Occident leur fournissait des armes. Le département de la défense des États-Unis n'était pas impliqué dans cela, mais il finançait 13 000 mercenaires européens, américains et israéliens pour combattre au Zimbabwe contre le mouvement pour l'indépendance noire dans un effort pour maintenir la suprématie blanche. Ainsi, nous croyons que lorsque les pays occidentaux ont accepté d'imposer des sanctions à la Rhodésie, ils ne les appliquaient pas sincèrement. Au lieu de cela, ils mettaient en œuvre ce que j'appelle le plan Morgenthau, qui était initialement prévu pour l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Le plan visait à désindustrialiser l'Allemagne et à la transformer en une société agraire, et il semble qu'ils appliquaient une stratégie similaire au Zimbabwe. Ils imposaient littéralement des sanctions à la Rhodésie pour détruire son industrie. Ainsi, au moment où le Zimbabwe accéderait à son indépendance, il hériterait d'un pays sans industrie et d'une société agraire. Cette société serait alors endettée auprès de la Banque mondiale et des institutions de Bretton Woods. Ils voulaient faire la même chose à l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons réalisé qu'ils soutenaient les suprémacistes blancs pour prolonger la guerre. S'ils n'avaient pas soutenu les suprémacistes blancs et avaient laissé les sanctions de l'ONU fonctionner comme prévu, notre guerre n'aurait pas duré aussi longtemps. Moins de vies auraient été perdues et nous aurions obtenu l'indépendance plus tôt. Mais l'Occident ne voulait pas que nous ayons cette indépendance. Il ne voulait pas que nous héritons d'un pays industrialisé qui pourrait se développer par lui-même et utiliser ses facteurs de production pour améliorer sa position. Il ne voulait pas de cela. Non seulement nous avons hérité d'un pays qui avait été détruit par les sanctions et désindustrialisé en conséquence, mais nous avons également été confrontés à d'autres défis. Par exemple, nous avions une raffinerie de pétrole appelée Feruca, qui avait été financée par les Iraniens avant qu'ils ne soient anti-américains. Cependant, au moment où nous avons repris le pays, Feruca était hors service parce que la machinerie était devenue vétuste à cause des sanctions. De plus, il y avait une centrale électrique qui était censée être développée, appelée Hwange. Le Zimbabwe n'a pas pu se développer à partir de 1975 en raison des sanctions. Ces sanctions ont affecté l'avenir du pays qui était sur le point d'émerger. Nous pensions que nous serions désindustrialisés. Mais même après avoir obtenu notre indépendance, les nations occidentales se sont approchées du gouvernement de l'apartheid en Afrique du Sud et lui ont demandé de déstabiliser le Zimbabwe. Ils voulaient qu'il bombarde notre oléoduc et notre chemin de fer vers le port, étant donné que le Zimbabwe est enclavé. Ils ont également encouragé le gouvernement de l'apartheid à envahir militairement le Zimbabwe. Ce n'était pas seulement le Zimbabwe qu'ils ciblaient. Ils ont aussi envahi d'autres pays de la région de l'Afrique australe, en particulier l'Angola, qui possédait du pétrole. Ils ne voulaient pas qu'un Zimbabwe riche en pétrole et industriellement fort s'allie avec d'autres pays de la communauté de développement de l'Afrique australe pour créer une puissance régionale. Cette alliance défierait l'Afrique du Sud de l'apartheid et chercherait à s'émanciper du système de l'apartheid, ce qui isolerait l'Afrique du Sud et pourrait potentiellement conduire à la chute de l'apartheid. Tout comme ils l'avaient fait en Rhodésie, les Américains, les Européens, les Israéliens et les Australiens ont continué à soutenir le gouvernement de l'apartheid, maintenant la suprématie blanche en Afrique du Sud en déstabilisant ses voisins. Le Zimbabwe était déjà sous sanctions lorsque nous avons obtenu l'indépendance. Nous avons hérité du sous-développement en raison des sanctions de l'ONU. Nous avons ensuite été déstabilisés par le gouvernement de l'apartheid
qui a imposé ses propres sanctions avec le soutien de l'Occident en arrière-plan. Peu après l'indépendance, nous sommes entrés en guerre, combattant au Mozambique, où nous avons déployé 14 000 soldats contre une proxy de l'apartheid financée par la CIA et le gouvernement de l'apartheid. Nous avons également fait face à une déstabilisation interne, avec la création d'une institution appelée Super ZAPU, qui avait pour but de déstabiliser le Zimbabwe et de renverser le gouvernement. En même temps, il y avait une guerre impliquant Cuba, l'Angola, le MK et la Namibie en Angola. Cela a contribué à la déstabilisation totale de la région de l'Afrique australe, où les pays nouvellement indépendants étaient déstabilisés et attaqués par le gouvernement de l'apartheid. Pendant cette période, nous avons perdu plus de 100 milliards de dollars, un coût calculé en 1994 lorsque l'Afrique du Sud a acquis son indépendance. En termes actuels, cela représenterait bien plus de 250 milliards de dollars. De plus, nous avons perdu 600 000 vies pour assurer l'indépendance de l'Afrique australe et pour détruire l'apartheid. Cela a eu un effet profond sur les pays concernés. Ainsi, au moment où le Zimbabwe a terminé ce combat de 10 ans contre l'apartheid et a sécurisé son indépendance, après avoir enduré 13 ans de sanctions de l'ONU, le pays avait énormément souffert. Obtenir l'indépendance signifiait lutter contre le gouvernement sud-africain pendant 12 ans pour mettre fin à l'apartheid. En 1990, nous étions fauchés. Le pays était littéralement en faillite. Nous étions indépendants, nous avions lutté contre l'apartheid et nous l'avions vaincu. Mais en 1990, nous n'avions pas d'argent pour construire des écoles ou pour développer un pays qui avait été ravagé par le colonialisme. Déchiré par 17 ans de guerre et paralysé par 13 ans de sanctions de l'ONU. Nous avions besoin de reconstruire, et pour cela, nous avions besoin d'emprunter de l'argent. Et devinez où nous devions emprunter cet argent? Des institutions britanniques. Alors nous sommes allés au FMI et à la Banque mondiale, et ils nous ont donné le programme d'ajustement structurel. Vous et moi savons que les programmes d'ajustement structurel créés par les Britanniques n'avaient jamais pour but de renforcer les pays du tiers-monde. Au contraire, ils étaient conçus pour les maintenir sous le contrôle des institutions financières de Bretton Woods et pour les désindustrialiser davantage en leur demandant d'ouvrir leurs marchés financiers afin que les capitaux puissent sortir, ou en leur demandant d'ouvrir leurs marchés aux produits de l'Ouest et de l'Est, ce qui minerait les très petites usines non compétitives. Ce que cela a fait, c'est nous plonger dans la dette. C'est le piège de la dette dans lequel de nombreux pays africains tombent. Puis le FMI a commencé à diriger leur pays en dictant les politiques qu'ils devaient suivre pour adhérer au programme d'ajustement structurel. Ainsi, lorsque nous avons commencé à prendre des terres en 1988, nous étions déjà sous le contrôle des institutions de Bretton Woods. L'instant où nous avons tenté de nous autodéterminer en reprenant nos terres, ou disons en récupérant nos terres qui avaient été prises pendant le colonialisme et la doctrine de la découverte, nous avons été punis par les institutions de Bretton Woods. Elles ont cessé de nous fournir un soutien à la balance des paiements et ont arrêté de nous accorder des prêts pour développer notre infrastructure et pour reconstruire après la guerre. Cela a coïncidé avec l'année 2001 lorsque les États-Unis, par le biais du Congrès, ont imposé leurs premières sanctions contre le Zimbabwe. Ces sanctions étaient une punition pour l'implication du Zimbabwe au Congo et pour la récupération de ses terres. La question du Congo est significative, car le Congo est le pays le plus riche du monde en termes de ressources minérales. Les États-Unis ont cherché à contrôler le Congo depuis son indépendance, allant même jusqu'à être complices de l'assassinat de Patrice Lumumba pour maintenir le contrôle sur ses ressources. Cependant, en 1998, il y a eu un changement de leadership de Mobutu Sese Seko, qui était un mandataire américain à Laurent Kabila. Laurent Kabila a pris le contrôle du pays avec l'aide du gouvernement rwandais et du président Kagame. Ils ont soutenu les rebelles qui l'ont aidé à prendre le pouvoir avec l'ADF.
Les Rwandais, avec les Ougandais, ont été instruits d'aider Kabila à évincer Mobutu Sese Seko, qui est devenu un fardeau pour l'Occident. On leur avait donné pour instruction que le gouvernement que Laurent Kabila créerait devait servir les intérêts de l'Occident, tout comme l'avait fait Mobutu Sese Seko. Cependant, Laurent Kabila aimait son pays et croyait que ses ressources devraient profiter au peuple congolais. Il estimait que le Congo ne devrait pas être exploité pour son uranium par les États-Unis ou pour son cobalt et coltan par d'autres pays, tandis que le peuple congolais n'en retirait rien. Lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, Kagame voulait qu'il inclue certains de ses hommes dans le gouvernement congolais. Museveni voulait également que Kabila nomme des Ougandais dans son gouvernement afin que ces mandataires de l'Occident puissent continuer à influencer les politiques internes du Congo. Mais Laurent Kabila a refusé. Dès qu'il l'a fait, les Ougandais et les Rwandais ont lancé une attaque contre le Congo pour le renverser. Laurent Kabila était membre de la communauté de développement d'Afrique australe, qui était dirigée par Robert Mugabe à l'époque. Kabila a sollicité l'aide de l'AC, invoquant l'accord de défense commune. Cet accord stipule que si un pays membre de la SADC est envahi, tous les pays membres doivent se réunir pour défendre la nation attaquée. Laurent Kabila a immédiatement supplié Sadat d'aider le Congo à arrêter l'invasion par les Rwandais et les Ougandais. Robert Mugabe, avec l'Angola et la Namibie, a accepté d'envoyer leurs soldats pour défendre le Congo et empêcher Kabila d'être renversé. Pendant ce temps, les Nations Unies, influencées par les Américains, avaient rédigé une proposition pour diviser le Congo en 5 États séparés, sous prétexte qu'il était trop grand pour être un seul pays et se gouverner efficacement. Cette division aurait facilité l'exploitation des ressources du Congo. Selon le plan, l'Ouganda contrôlerait une zone, le Rwanda une autre, et des mandataires créés par ces deux pays nommeraient les dirigeants pour les 3 régions restantes. Cependant, l'Afrique aspire à l'unité. Nous croyons que la conférence de Berlin nous a fragmentés en petits États non viables. Il y a eu une résistance de la faction de Robert Mugabe qui insistait sur le fait que le Congo devrait rester uni. En envoyant leurs soldats et en déjouant le plan de division du Congo en 5 États et le stratagème pour évincer Laurent Kabila, Mugabe est automatiquement devenu un adversaire de l'Occident parce qu'il faisait obstacle à une stratégie de politique étrangère occidentale visant à diviser davantage l'Afrique. À la fin de la journée, Kabila n'a pas été renversé et le Congo n'a pas été divisé en 5. Pour cette raison, parce que le Zimbabwe était sous le programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, leur décision d'envoyer leur armée au Congo a été perçue comme une violation du programme d'ajustement structurel. Par conséquent, le Zimbabwe a été immédiatement coupé des institutions de prêt multilatérales, privé de soutien et privé de soutien à la balance des paiements. Souvenez-vous, le Zimbabwe ne recevait cette assistance que parce que nous n'avions jamais reçu de réparation après notre lutte pour l'indépendance. Si nous avions reçu des réparations, nous n'aurions pas eu besoin de chercher des prêts auprès du FMI ou de la Banque mondiale. De plus, si nous n'avions pas été déstabilisés par le gouvernement sud-africain de l'apartheid, et si nous n'avions pas été forcés d'hériter de la dette coloniale de la Rhodésie en 1980 lorsque nous avons acquis notre indépendance, et si nous n'avions pas été forcés de racheter notre terre en espèces, le Zimbabwe n'aurait pas eu besoin d'emprunter de l'argent auprès des institutions de prêt multilatérales. Donc, si vous considérez ce que je dis, c'était une situation d'endettement orchestré qui a été créée à partir du colonialisme, à travers les sanctions, à travers la déstabilisation du Zimbabwe par l'Afrique du Sud de l'apartheid, tout cela nous menant à commencer à emprunter de l'argent auprès des institutions de Bretton Woods. Et c'est pourquoi ils ne nous ont pas donné de réparation après que nous ayons gagné la guerre.
Je crois que cela représente une continuation du néocolonialisme, avec les outils du néocolonialisme utilisés pour opprimer les pays africains en leur refusant des réparations. En revanche, lorsque Israël et le peuple juif ont été opprimés par les Allemands pendant 5 ans, ils ont reçu des réparations s'élevant à 140 milliards de dollars à ce jour. Cependant, les pays africains qui ont subi les effets du colonialisme ou de la doctrine de la découverte depuis 1454 n'ont reçu aucune réparation. Cela est incohérent avec les précédents établis pour l'Europe, l'Amérique et le peuple juif, ainsi que pour l'Asie, qui ont tous reçu des réparations pour la Seconde Guerre mondiale, y compris l'impact des occupations japonaises et allemandes. Je crois également que les sanctions contre le Zimbabwe ont commencé avec le colonialisme. Elles ont été intensifiées par les sanctions de l'ONU et ont été aggravées lorsque nous avons été forcés de prendre en charge la dette coloniale au début de notre indépendance. La situation a été aggravée par le gouvernement d'apartheid sud-africain qui a agi comme un proxy pour l'Occident, utilisé pour désindustrialiser, attaquer et déstabiliser le Zimbabwe et le reste de la communauté de développement de l'Afrique australe. Puis sont venus les programmes d'ajustement structurel du FMI, qui ont effectivement servi de forme supplémentaire de sanctions. Et maintenant, nous faisons face au dernier ensemble de sanctions imposées par les États-Unis. Aujourd'hui, ils disent que leurs sanctions sont dues à la corruption et aux violations des droits de l'homme. Cependant, lorsque vous examinez le premier ensemble de sanctions de 2001, détaillé dans un document appelé S451, il est clair que les raisons des sanctions étaient la déstabilisation du Congo par l'intervention du Zimbabwe, qui était perçue comme une tentative de morceler le Congo ou de le balkaniser. La deuxième raison était la réforme agraire, spécifiquement la redistribution des terres des colons coloniaux. Beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi l'Occident a puni le Zimbabwe pour ses actions. L'Occident l'a fait pour plusieurs raisons. Premièrement, les États-Unis d'Amérique sont en fait une colonie. On oublie souvent qu'elle a été colonisée par les Anglo-Saxons, principalement les Britanniques et les Allemands, parmi d'autres nationalités européennes. Ces colonisateurs sont entrés dans ce qui est maintenant les États-Unis, ont décimé les populations amérindiennes et se sont appropriés leurs terres. Aujourd'hui, nous le référons comme un pays démocratique, mais en vérité, les États-Unis contreviennent à l'agenda de décolonisation de 1960 de l'ONU. Il existe comme un pays occupé par des Européens, où les Amérindiens n'ont toujours aucun droit, aucun accès à leurs terres ancestrales et aucune vie conforme à la Déclaration des Nations Unies sur la prévention des peuples autochtones. Ils n'ont aucun accès à l'autodétermination. Ils vivent dans des réserves sur leur propre territoire, où beaucoup luttent contre l'alcoolisme. L'Amérique continue d'affirmer le droit colonial de contrôler les terres et les propriétés qui ont été prises par la force pendant les temps coloniaux. Cela est encore reconnu aux États-Unis aujourd'hui, y compris dans les tribunaux américains, à travers la doctrine de la découverte ou la loi de la découverte que j'ai mentionnée plus tôt, qui trouve son origine dans un décret papal de 1454. Ce même principe sous-tend l'existence de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Chili, de l'Argentine et de plusieurs autres pays. Si l'Amérique permettait aux Zimbabwe de récupérer des terres et de les rendre aux peuples indigènes après la décolonisation, elle reconnaîtrait que les droits fonciers coloniaux sont illégitimes. C'est parce que les peuples autochtones détenaient à l'origine le titre de leurs terres et propriétés. Cependant, la doctrine de la découverte déclare les peuples indigènes comme non-entités, comme n'étant pas pleinement humains. Par conséquent, toute terre qu'ils occupent est considérée comme terra nullius, terre vide. Une nation européenne, sous le couvert du christianisme, pourrait alors revendiquer cette terre. Ce n'est qu'après avoir imposé des systèmes européens de civilisation et de construction que le concept de découverte s'applique et que les droits de propriété commencent à émerger. Les actions du Zimbabwe sont un renversement de cette doctrine.
And so that is being reversed by what Zimbabwe has done. Because Zimbabwe is saying the native had land. Parce que le Zimbabwe affirme que les autochtones avaient des droits de propriété. La propriété appartenait aux autochtones. Et donc, ils ont le droit de récupérer ce que les autochtones ont perdu parce que cela leur appartenait. Cela contredit la loi et la doctrine de la découverte. C'est le conflit qui se déroule au Zimbabwe, la lutte entre ces deux systèmes. Un système reconnaît les nations comme les propriétaires légitimes et originels des biens avant le colonialisme. Et un autre, la doctrine de la découverte, croit que seuls les Européens ont des droits sur la propriété et que les droits de propriété ne commencent qu'avec le colonialisme. C'est la bataille qui se déroule actuellement sur les terres du Zimbabwe, et le Zimbabwe est puni pour cela. Le Congo n'est pas différent. Le Zimbabwe a été invité par le gouvernement congolais pour aider à protéger sa souveraineté et ses ressources contre le pillage par les envahisseurs. Cela donne aux Congolais le droit de déterminer qui peut entrer dans leur pays et le droit de demander de l'aide à leurs voisins pour protéger leurs droits de propriété. Les Américains ne voulaient pas que les Congolais fassent cela parce que selon les Américains, les droits de propriété sont ce que le colonisateur ou la conférence de Berlin les a déterminés. Et c'est le combat qui a conduit aux sanctions. Le fait que des sanctions aient été imposées au Zimbabwe pour avoir repris ses terres, perdues et volées pendant la colonisation, et le fait que le Zimbabwe ait été puni par des sanctions pour avoir aidé le Congo à défendre sa propriété contre des envahisseurs, n'étaient plus des raisons valables pour l'Occident de justifier les sanctions. Par conséquent, ils ont dû changer les raisons du maintien des sanctions sur le Zimbabwe. Par conséquent, ils ont commencé à mettre l'accent sur les violations des droits de l'homme et la corruption du gouvernement zimbabwéen. La question qui s'est posée lorsque nous avons reconnu l'illégalité des sanctions était: comment les Américains, qui manquent d'autorité juridictionnelle pour agir en tant que tribunal, juge ou jury, peuvent-ils punir un autre pays pour corruption sans procès? Comment peuvent-ils punir un autre pays ou son peuple pour des violations des droits de l'homme lorsqu'ils n'ont pas l'autorité ou la juridiction, et quand aucun procès n'a été mené pour tester la validité de ces violations alléguées? Comment peuvent-ils juger des gens sans loi en place et sans un tribunal qui a compétence et sans une punition qui est proportionnelle à un code de loi existant? Nous avons commencé à dénoncer le tort de ces actions. Nous avons dit à notre gouvernement qu'il était temps de porter cette question devant les Nations Unies. Si les sanctions sont imposées unilatéralement par les États-Unis, cela les rend illégales. Cependant, vous ne pouvez pas simplement les déclarer comme telles. Vous devez faire appel à une institution multilatérale, une qui a été établie par les Américains et l'Occident, pour statuer sur la légalité des sanctions. Nous avons été la première organisation de la société civile au Zimbabwe à pétitionner le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous nous sommes plaints des violations des droits humains et de la punition collective des civils au Zimbabwe en raison des sanctions. Nous avons demandé que les Nations Unies réalisent une évaluation de l'impact de ces sanctions au Zimbabwe. À la suite de notre action, notre gouvernement a fait de même. Finalement, l'ONU est venue et a déclaré ces sanctions illégales, affirmant qu'elles constituaient une violation des droits humains. Je crois que l'ONU a en réalité été très mesurée dans son langage. La vérité est que, lorsque vous privez les civils de nourriture, de soins de santé, d'éducation et d'eau, vous les persécutez. Par définition, cela constitue un crime contre l'humanité. Compte tenu du nombre de décès au Zimbabwe dus à la privation de nourriture et de soins de santé, nous pensons que cela relève également du génocide. Ces mesures, qui ont délibérément tué une partie de notre population pour des visées politiques, constituent un crime contre l'humanité et sont génocidaires. Je voudrais juste rappeler à tout le monde ici que nous discutons d'un pays qui a été occupé par des forces étrangères pendant 20 ans. Lorsque ces forces se sont retirées, elles ont imposé les sanctions les plus sévères au pays.
Alors qu'il y a de grandes proclamations sur les droits des filles à l'éducation, ces mêmes filles sont privées de nourriture. Des efforts sont même faits pour empêcher les biens humanitaires, pas seulement la nourriture, d'atteindre l'Afghanistan. Cette stratégie de sanctions unilatérales qui vise à punir des nations entières et à les exclure de l'économie mondiale est significative. Je crois toujours, Rutendo, que la chose que les Américains et les Anglo-Saxons n'ont jamais pardonnée au continent africain, c'est son refus d'être soumis et épuisé de la manière dont l'ont été l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie. Je pense qu'ils veulent encore punir l'Afrique pour cela. Lorsque vous allez en Europe et que vous écoutez comment les Européens parlent de l'immigration en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique, ils parlent comme s'ils étaient remplacés. Je leur rappelle toujours que les seuls qui aient jamais remplacé des populations sur d'autres continents sont les Européens. Ils ont décimé des populations sur 3 continents. Seuls 2 continents, l'Afrique et l'Asie, ont réussi à résister à cet assaut de l'Occident, bien que l'Asie et l'Europe fassent vraiment partie de la même masse continentale. Alors, Rutendo, peux-tu me dire quel est l'impact actuel de ces sanctions sur le Zimbabwe en ce moment? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je tiens à rappeler aux Européens que ce qui se passe en Afrique n'est pas propre au continent. Des événements similaires se sont produits en Europe. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, a été en partie déclenchée par les sanctions imposées à l'Allemagne. Ces sanctions étaient très punitives à la suite de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle l'Allemagne cherchait à contrôler ses propres systèmes financiers. Beaucoup d'Européens ne réalisent peut-être pas que ces sanctions ont conduit à l'Allemagne affamée, privée de nourriture et empêchée de vendre son équipement industriel. Cela a laissé à l'Allemagne peu d'autre choix que de s'engager dans la guerre. Ils ont envahi la Pologne et l'Autriche pour avoir accès à la nourriture. Le même traitement sévère a été appliqué à l'Allemagne. C'était certainement quelque chose qui a grandement facilité l'accession au pouvoir de Hitler. Et puis, Hitler a associé tout cela à des politiques qui ne peuvent être justifiées par aucun moyen, mais cela a vraiment donné du pouvoir à ces gens. Alors, qu'est-ce que cela fait au Zimbabwe maintenant? Alors, ce qui arrive au Zimbabwe est significatif. Actuellement, nous faisons face à l'annulation des systèmes bancaires internationaux. Nos relations bancaires correspondantes, qui nous permettent de nous engager dans le commerce international et de réaliser des transactions avec d'autres pays, ont été terminées. Par exemple, si nous devons faire des affaires en Allemagne, nous n'avons plus aucune banque allemande avec laquelle nous associer. La Deutsche Bank a annulé sa relation bancaire correspondante en 2001 en raison de la menace du groupe d'action financière qui menaçait de mettre le système financier zimbabwéen sur liste noire. Nous sommes confrontés à une approche à 2 volets concernant les sanctions. Le premier ensemble comprend les sanctions européennes et américaines. Plus précisément, les sanctions américaines empêchent quiconque de transférer ou de traiter des paiements vers le Zimbabwe, d'accorder des prêts au pays, et elles interdisent aux citoyens américains et aux citoyens d'autres nations qui souhaitent faire des affaires aux États-Unis de s'engager avec le Zimbabwe. Cela internationalise les sanctions américaines à travers ce que nous appelons des sanctions secondaires et une surconformité, forçant les nations et les entreprises tierces à se conformer aux sanctions américaines si elles souhaitent faire des affaires aux États-Unis. De plus, les États-Unis ont influencé le groupe d'action financière, une organisation qui s'occupe du blanchiment d'argent, de la prolifération des armes de destruction massive et du financement du terrorisme, pour agir contre le Zimbabwe. Ils ont détourné cette institution pour garantir que lorsque l'Amérique impose des sanctions à une nation, ils utilisent cette désignation pour suggérer que ces pays sont des nations terroristes ou qu'ils contaminent le système financier mondial.
Cela constitue une violation des réglementations du groupe d'action financière, GAFI, qui stipule qu'un pays ne peut être désigné comme blanchisseur d'argent, financeur du terrorisme ou propagateur d'armes de destruction massive que s'il a été désigné comme tel par le Conseil de sécurité des Nations unies. Cependant, il n'isole plus les pays uniquement sur la base de ce que dit l'Organisation des Nations unies. Il désigne également des pays simplement parce que les Américains les ont sanctionnés. Ce sont les deux types de sanctions auxquelles nous sommes confrontés. En conséquence, notre système bancaire a été isolé du système bancaire international. Lorsque cela se produit, les pays sont forcés d'utiliser des canaux alternatifs s'ils sont exclus du système bancaire financier légitime. Au moment où ils utilisent des canaux alternatifs, des prêteurs de troisième rang ou des banques tierces pour transférer des fonds et payer des biens et services, cela est considéré comme du blanchiment d'argent par les réglementations qui ont été créées. Nous sommes actuellement confrontés à une attaque à double tranchant. Les Zimbabwéens ne peuvent pas importer de médicaments ni de machines. Nous subissons des délestages, ce que j'ai mentionné se produire en Afrique du Sud. Au Zimbabwe, les délestages sont un problème depuis le début des sanctions. Les centrales électriques du Zimbabwe ont été construites par General Electric. Lorsque les Américains ont imposé des sanctions au Zimbabwe, il est devenu difficile pour nous d'obtenir des pièces de rechange et des technologies de General Electric pour réparer et entretenir nos installations de production électrique. La situation est similaire pour les chemins de fer. Les wagons que nous utilisons ont également été fournis par General Electric des États-Unis. Ainsi, chaque fois que nous devons entretenir ces wagons ou les moteurs, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas accès aux pièces nécessaires. General Electric refuse de nous vendre les pièces sous prétexte que le gouvernement du Zimbabwe est sous sanction. De plus, il existe une clause dans le décret exécutif sur les sanctions qui interdit à tout pays ou personne d'effectuer des compensations de paiement, de fournir des prêts, une assistance financière, de la technologie, des logiciels, des machines, et interdit même aux ONG de donner de l'aide, telle que mandatée par les ordres exécutifs des États-Unis. Ce que nous disons aux Américains, c'est qu'ils prétendent qu'il n'y a pas de sanctions contre le peuple du Zimbabwe. Cependant, nous soutenons que dès que vous avez sanctionné un gouvernement et ses institutions qui fournissent des services de base à la population d'un pays, cela se traduit automatiquement par des sanctions contre le peuple du Zimbabwe, des sanctions contre les civils. Selon la Convention de Genève, même en temps de guerre, lorsque les nations sont autorisées à s'engager dans des combats, à attaquer et à bombarder les unes les autres, il est illégal d'imposer des sanctions sur les industries, les usines et les institutions qui produisent des biens et services essentiels pour les civils. Les Américains, par leur décret, ont inclus une clause spécifique qui interdit à quiconque de faire des affaires avec le gouvernement du Zimbabwe. Ce sont des sanctions qui affectent les civils du Zimbabwe et qui équivalent à une punition collective des civils. L'année dernière, le rapporteur spécial des Nations unies a rédigé 2 rapports. Un rapport se concentrait sur les sanctions au Zimbabwe, identifié comme A51-53-1, qui discute de l'illégalité des sanctions sur le Zimbabwe et de leur impact. L'autre rapport abordait les sanctions secondaires et la surconformité, soulignant que chaque fois que des nations ou des entreprises tierces partout dans le monde adhèrent aux sanctions américaines ou refusent de faire des affaires avec un pays ou son peuple par peur des pénalités des États-Unis, de telles actions sont illégales. Based on the fear of penalties from the United States, that is illegal. Overcompliance is illegal. Le surrespect des sanctions est illégal. Les sanctions secondaires imposées par des tiers, y compris des nations et leurs entreprises, sont également illégales. Le rapporteur spécial a déclaré que chaque nation doit s'efforcer de créer des lois qui interdisent à leurs entreprises de faire respecter des sanctions sur des tiers. Lorsque nous considérons la situation où les paiements ne peuvent pas être effectués,
les conséquences deviennent évidentes. Si nous ne pouvons pas effectuer de paiements à des pays comme l'Amérique, l'Allemagne ou l'Australie parce qu'ils sont bloqués par le système américain et que les fonds sont confisqués, nous faisons face à des limitations sévères. Nous ne pouvons pas acheter de médicaments, de produits chimiques, d'intrants industriels, de pièces de machines ou de céréales. Essentiellement, nous ne pouvons rien acheter, y compris des réactifs et des produits chimiques. Cela a un impact significatif sur notre industrie et nos hôpitaux. Actuellement, les hôpitaux fonctionnent à seulement 38% de leur capacité en termes de médicaments essentiels dont ils ont besoin. Cela entrave également notre capacité à développer l'industrie. Sans industrie, nous ne pouvons pas collecter d'impôts et sans recettes fiscales, notre gouvernement ne peut pas payer correctement nos infirmières et médecins. Par conséquent, nous avons un taux de postes vacants élevé, avec 68% des postes d'infirmières et de sages-femmes non pourvus. Cette pénurie contribue à l'augmentation du nombre de femmes qui meurent en couche au Zimbabwe. Actuellement, 690 femmes meurent pour 100 000 naissances chaque année, un chiffre qui a augmenté par rapport aux 300 d'autrefois. L'Afrique s'est fixé pour objectif de réduire d'ici 2030 le nombre de femmes mourant en couche à moins de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. La situation économique du Zimbabwe est à un point critique, les sanctions contribuant à une réduction significative de notre capacité à construire de nouveaux hôpitaux. Notre budget de la santé, qui aurait pu être 3 fois plus important, a été réduit de 10% du PIB à seulement 7% des dépenses. Cela est bien en deçà de la norme fixée par l'Union africaine pour l'Afrique d'ici 2030 et ne répond pas aux objectifs de développement durable des Nations unies. Les sanctions ont entraîné une augmentation du nombre d'étudiants abandonnant l'école et d'enfants souffrant de famine et de malnutrition. En réponse à ces défis, nous engageons actuellement des actions en justice dans les tribunaux sud-africains contre les banques. L'Afrique du Sud est notre principal partenaire commercial et nous cherchons à obtenir une ordonnance déclaratoire pour empêcher les banques sud-africaines de surrespecter les sanctions. La surconformité entraîne la mise en œuvre de ce que nous considérons comme des sanctions illégales. Elle conduit également au refus de services bancaires aux Zimbabwéens sans procès équitable, ce que nous considérons comme une forme de discrimination. Cela viole non seulement la Constitution sud-africaine, mais aussi les droits de l'homme et le droit international, car cela revient à une punition sans procès. Cela ne devrait pas se produire. It shouldn't be happening.